La première fois qu'on l'a vu, ça chauffait de partout. L'incendie avait pris dans les vallons du Nord. De la garrigue dégueulasse. De toute façon, tout le monde s'en foutait. Mais pendant qu'on s'occupait de ce chien dent, tous les grands prés de l'Ouest s'étaient embrasés. Des hectares de blé. Et ensuite, les flammes avaient sauté les trois rivières. Ça, on n'avait jamais vu. Et elles descendaient vers les faubourgs en couchant tous les pins. Des catastrophes comme ça, on n'en croise pas souvent. Les baraques tombaient comme des mouches. Tout le monde était en furie et ce type-là aussi. On peut pas dire. Il ménageait pas sa peine. D'ici ou pas d'ici, il portait ses sceaux comme les autres. Un enragé dans son genre. Ah non. Ce type, personne n'avait jamais vu. Quand les flammes ont brutalement pris un demi-tour pour descendre vers le port, il y a eu un mouvement de panique. Ils ont commencé à sortir les barques et à lancer les enfants vers la mer. Le type était resté en arrière et c'est à ce moment-là qu'on s'est croisés. Il faut incendier la forêt de résineux là-bas. Je sais pas s'il me parlait ou seulement à lui-même. Mais très vite il a répété. Il faut incendier la forêt de résineux là-bas. C'est la forêt des ancêtres, j'ai dit. Eh bien, il faut incendier la forêt des ancêtres. Vous êtes fous? Tu veux sauver ta ville? Alors crois-moi. On a couru jusqu'au rocher de Bellevue et là j'ai gueulé au chef de brigade qu'un type du Nord disait qu'il fallait incendier la forêt des ancêtres. Les types du Nord qu'ils aillent se faire enculer, a dit le chef de brigade. Je m'excuse, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Et encore, ils éteignent les incendies en foutant le feu, les gars du Nord? Ils sont forts, tiens. Mais, comme le bourgmestre était aussi sur le rocher de Bellevue, il a demandé à parler au type. Alors, le gars du Nord s'est approché et a commencé à expliquer en pointant, comme ça, divers points à l'horizon. Mais j'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce qu'il disait à cause du putain de vent. Quand il a eu terminé, le bourgmestre s'est tourné vers ses hommes et a ordonné d'incendier la forêt des ancêtres. Oh, je l'ai reçu quelques jours après le grand incendie, 4 ou 5 jours peut-être. Je me devais de le recevoir rapidement. Son idée de brûler la forêt des ancêtres avait sauvé la ville d'une catastrophe majeure. Le feu s'était trouvé privé de combustible et s'était arrêté aux portes extérieures. Je l'ai félicité pour son sang-froid et la clairvoyance de son point de vue. Au nom de toute la cité, je l'ai remercié aussi chaleureusement que me le permettait l'exercice de mes fonctions. Le chef de la brigade, qui se trouvait présent à ma demande, s'est excusé pour la verdeur de ses propos le jour de l'incendie, que nous nous accordâmes à attribuer à la tension et l'angoisse du moment. Pour terminer, je lui demandai ce qu'il comptait faire, à quoi il répondit qu'il lui plairait de s'installer parmi nous. Vous êtes le bienvenu. En quoi puis-je vous aider? Un logement modeste et un emploi me permettant de le payer sont tout ce dont j'ai besoin. Je lui ai promis cela dans un délai d'une semaine. Je n'en ai pas la moindre idée. Il l'avait casé dans la baraque en face de chez moi. Je veux dire, en face de l'autre côté de la Coudière. On n'est pas très serré par ici. La baraque aux 3 pins qu'on appelle. Ah, les pins, ils sont beaux, je dis pas. Enfin, ils étaient, mais la bicoque, honnêtement, elle valait rien. Ah, ce serait que moi, je l'aurais rasé depuis longtemps. Ils se sont un peu payé sa gueule, à mon avis, quoi. Enfin, fallait bien le loger, ce gars. Il paraît qu'il avait sauvé la ville. Moi,
Moi, je sais pas. Et puis un métier qui lui ont filé aussi. Un truc de gratte-papier, à faire des listes qui servent à rien, payer les gens à rien foutre. Ouais, c'est pas ce qui manque chez nous. En tout cas, ça devait pas beaucoup le fatiguer, vu qu'il était tout le temps chez lui. Et tout le temps fermé. Ça, c'était pas un sportif, c'est sûr. Si, des jeunes gens et une fille. Ouais, surtout une fille. Bon, ça m'étonnerait quand même. La maîtresse nous a mis en rang et on est tous allés au gymnase, mais pas pour le sport, a dit la maîtresse, pour un événement. Ensuite, le directeur est venu dans le gymnase et a dit que nous allions rencontrer un héros. Il y avait toutes les classes, même les grands et aussi les petits. Et puis le directeur est sorti et toutes les maîtresses sont sorties et on a lancé des boulettes sur les petits. Après, le directeur et les maîtresses sont revenus et ont tous crié en même temps en disant qu'on leur faisait honte devant celui qui avait sauvé nos maisons et ils ont montré un monsieur qui avait rien de spécial. Le monsieur nous a dit bonjour et il avait un drôle d'accent, on a ri. Le directeur a expliqué que le monsieur avait arrêté l'incendie qui menaçait notre cité et que c'était un acte héroïque. Alors on a tous demandé comment il avait fait et s'il pouvait nous faire une démonstration même avec une seule allumette et on a aussi demandé d'où venait le feu et qui l'avait allumé et les petits ont voulu savoir où était passé le feu après que le monsieur l'avait arrêté et tout le monde a rigolé tellement les petits sont débiles et des boulettes ont été lancées mais c'était pas nous. Alors le directeur nous a demandé d'applaudir et c'est ce qu'on a fait. Et on a aussi crié merci au signe de la maîtresse et le monsieur est parti et on a bien vu qu'il rigolait en sortant. L'arrivée de cet homme dans mon service, c'est la plus grande bénédiction de ma carrière administrative. Que sa présence nous fût entièrement inutile n'entre pas du tout en ligne de compte. De toute façon, un commis aux écritures, ça sert rarement à grand-chose. D'autres disent que c'est un poste indispensable, peu importe. Ce type vous plaçait immédiatement très au-delà de ce genre de débat. C'était avec lui comme si la vacuité d'une routine administrative recelait soudain le secret de la vie. Ceci est très mal exprimé, car lui n'employait jamais de périphrases aussi alambiquées. Son humour semblait sans borne, ni moral, ni de bon goût. Avec lui, l'ennui devenait un art de vivre. Jamais nos bureaux n'avaient connu cet espace. Il est étonnant que la pensée de le lui demander ne m'ait jamais ne serait-ce qu'effleurer l'esprit. Je n'ai pas le souvenir de la moindre erreur qu'il eût pu commettre. Hmm. Vous voyez comment est fait le pays. Vous avez les grands prés de l'Ouest, enfin, ce qu'il en reste, qui font une espèce de grand fer à cheval avec les 3 rivières qui sillonnent. Bien. Au-delà, il y a la garrigue, qui n'intéresse personne, sauf 2 ou 3 cinglés qui communient avec le romarin, ou ceux qui posent des pièges à lièvres, rapport qu'ils savent rien faire d'autre. Par contre, sous les grands prés, ça descend en pente douce, avec des vignes de partout, c'est magnifique. Et là, d'un coup, le grand fjord et la ville tout autour. On dit ce qu'on veut, mais des endroits comme ça, il n'y en a pas 2 sur Terre. Et puis, j'y arrive, alors plus loin, le grand décochement et les falaises sur des kilomètres. Les falaises de craie que la mer mange tous les jours, même qu'on y a retrouvé des troupeaux entiers de moutons. Maintenant,
Je vais vous dire. Lui, il se promenait sans cesse là-haut, sur les falaises. Comment ça est donc? Personne n'a jamais fait ça ici. Eh ben celui-là, s'il a attendu de dessouler pour ouvrir l'œil, c'est sûr qu'il n'a pas dû voir grand-chose. C'est dans un bar que je l'ai rencontré pour la première fois. Croyez-le ou pas, mais ce mec-là, il savait picoler. Je sais que ça colle pas avec l'idée que beaucoup s'en font, mais c'est un fait que pour le suivre sur ce terrain, il fallait s'accrocher. Et puis quand il était bourré, il levait l'index, bloqué comme ça, et il ne parlait plus que par citation de moralisme du XVIIIe siècle, toujours en citant les sources. C'est sûr que c'est un type cultivé, il n'y a pas à dire. Hein. Il se mêlait à toute conversation. Toujours, quel que soit le sujet, et il posait beaucoup de questions. En revanche, il était très difficile de lui connaître une opinion. Son visage indiquait qu'il en avait une. Franchement, c'était pas le visage de quelqu'un qui n'a pas d'avis. Mais pour ce qui est de l'exprimer, alors autant demander à un chien de tricoter. Hein. On l'a vu souvent avec la bande. On l'invitait à notre table. Et il refusait jamais. Et c'était la garantie de bien se marrer. Entendu que dans le rayon dérision, personne ne lui arrivait à la cheville. Même les carabins de médecine, qui en tiennent pourtant une couche. Ben, sinon, il restait seul à sa table, à picoler lentement. Lentement, mais longtemps. Un jour de picole avancé, je lui ai demandé quel était son vrai métier. Commis aux Écritures, il a dit. Et il a éclaté derrière. Non mais le vrai. Ben, écrivain. Donc, commis aux Écritures. Et il a ri de nouveau. Et tu écris sur quoi? Et il est resté silencieux, un bon moment, le temps de se siffler de verre, on va dire. Et puis il a répondu. Sur les pierres. Oh non, ça certainement pas. Mais, à mon avis, il n'était pas des masses écrivain non plus. Un mois après le grand incendie, il est venu s'inscrire à la bibliothèque centrale. Je ne peux pas expliquer pourquoi il a mis si longtemps à venir. Je n'ai jamais osé le lui demander. Il m'a toujours intimidée. Je sais que certains prétendent l'avoir vu rire et faire rire, mais ici jamais. Même l'esquisse d'un sourire, il ne fallait pas espérer. En tant qu'employé municipal, il avait droit à un tarif préférentiel, mais moi je lui ai jamais rien facturé parce que je sais bien que sans son intervention, le jour du grand incendie, toute la bibliothèque partait en fumée alors. Voilà. J'ai balayé des cendres pendant des mois et l'odeur de brûlé, je la sens encore. Le jour de la catastrophe, je l'ai passé sur le toit de la bibliothèque. Ça sentait la mort de partout. La mort des incunables,
la mort de notre histoire, la mort des mots et accessoirement la mienne. Jamais je serais descendue du toit. Ce type, je lui dois tout. Il peut venir au milieu de la nuit et je lui ouvre. Ce qui, au demeurant, est bien la proposition la plus inutile parce que il s'est toujours présenté avec une précision de coucou suisse. À midi, un jour sur deux et pour 2 heures. Enfin jusqu'à ce qu'il rencontre une lectrice. Là, ça s'est mis à changer. Ouais. Il empruntait des livres d'astronomie, d'astrophysique ou de géologie. Jamais rien d'autre. Pas un ouvrage de littérature. Pas un recueil de poésie, rien. Et pourtant, lorsqu'on parlait avec lui, on voyait vite que c'était quelqu'un de lettré, oui. Mais non, rien que de l'astrophysique ou de la géologie et sans distinction de qualité, jamais. Parfois, je le prévenais. Attendez, ce sont des ouvrages datés, vous savez, ça n'a plus cours, tout est faux là-dedans. Donnez toujours. Et il partait lire ses inepties. Toujours sur place et sans jamais prendre la moindre note, non. Vous aimez ça, vous, l'astronomie, que je lui disais parfois. Et lui, toujours de me répondre, c'est toujours mieux que le reste. Et il hochait la tête, sans sourire. Je pense que ça voulait dire qu'il voulait regarder au loin. Ce gars venait tous les dimanches matins et il demandait des petits poulpes. Au marché, vous voyez. Bon, je suppose qu'il aimait ça. Et puis il parlait avec n'importe qui. Les marchandes et tout ça, avec un drôle d'accent, ça faisait bien marrer tout le monde. Mais on avait du respect à cause de l'incendie. Alors les bonnes femmes, elles rajoutaient souvent du poulpe à l'œil. Après, il se baladait un bout de temps avec ses poulpes emballées. Il allait voir les marins. Il posait un tas de questions. Les filets, les bancs, les trajets, les bateaux, enfin tout. Je sais pas. C'est bizarre de vouloir tout savoir comme ça sur le métier. Enfin, moi je l'aimais bien, je peux pas dire du mal. Bon. Oui. La barre. La grande barre, on l'appelle ici. Il comprenait pas pourquoi que les marins longeaient la côte pour aller au large, alors ils lui ont expliqué l'histoire de la barre, qui est une vague tueuse. Tout le monde connaît ça ici. Qui est infranchissable et que personne n'a jamais passé depuis la nuit des temps. C'est la grande barre du large. On plaisante pas avec ça, c'est comme l'œil de Dieu, ici, chez nous. Un jour, c'était pas mal après, il leur a dit qu'à son avis, il y avait moyen de franchir la barre. En s'y prenant bien, il y avait moyen. Mon con qu'on lui a dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre quand un gars dit une connerie ? Pour la suite, j'ai rien à rajouter. C'est entre lui et les marins. N'importe qui peut dire des conneries. Ça arrive tout le temps. C'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est d'écouter les conneries. Mais tout le monde ne pense pas comme ça, bien sûr. Surtout les marins. Nous nous sommes rencontrés au théâtre de Verdure.
celui qui domine la mer au-dessus de la crique sud. Ce soir-là, on y donnait Timon d'Athènes. De manière assez inexplicable, en tout cas inexpliquée, la troupe de la ville s'était mise soudain à monter tout un tas de pièces de Shakespeare. Plutôt assez mal, il faut bien le reconnaître, mais enfin, c'était toujours mieux que les pastorales habituelles. Avec Timon d'Athènes, qui est une pièce si étrange, vous savez, si pleine d'ellipses et dont personne ne sait si on doit en rire ou en pleurer. On avait vraiment touché le fond en termes de médiocrité de mise en scène. Et lui, je l'ai remarqué tout de suite, malgré la maigre assistance, parce que il avait une intensité d'écoute qu'on ne rencontre jamais chez nous. Ici, pendant les représentations, tout le monde se lève à loisir, croque des graines de tournesol en crachant la coque entre les jambes, s'interpelle de la main ou de la voix, commente à voix haute, rit hors de propos, enfin, vit à peu près sans entrave, quoi. Lui, il s'asseyait toujours au 3e rang, toujours le 3e. Hein. Et ensuite, il écoutait sans bouger. En entracte, en revanche, il devenait subitement très expansif. Il parlait et riait très fort en commentant la pièce, toujours avec beaucoup d'enthousiasme, malgré l'inanité des mises en scène. Et pourtant, on voyait bien que sa connaissance du théâtre était grande, et son amour de ça. Il semblait si heureux. Cela dit, il ne parlait jamais des interprètes, hein, ni de ceux de la soirée, ni d'autres qu'il aurait vu faire ailleurs. Hein. Il discutait à propos du texte et des circonstances d'écriture. Il connaissait tout un tas d'anecdotes sur la vie intime des auteurs. Et puis soudain, il se mettait à raconter des blagues un peu graveleuses. Et la conversation était terminée. Nous nous sommes regardés dès le premier soir. Nos regards se croisaient à l'entracte, ou pendant les applaudissements, dans la file d'attente aussi. Son regard était si intense quand il le posait sur moi, pareil à celui qu'il avait durant la représentation. Un regard si doux, à la fois avec une tristesse résignée et soudain, comme un désarroi affolé, qui lui faisait baisser les paupières. Il m'enveloppait entièrement. C'était très différent lorsqu'il parlait aux autres. Alors sans m'en rendre compte, je me suis mise à retourner voir plusieurs fois la même pièce, ce que je ne faisais jamais auparavant. Je me débrouillais aussi pour y aller seule, sans mes camarades. Un soir, c'était beaucoup de bruit pour rien, je m'en souviens. Il me sourit dans la file d'attente et je lui rendis son sourire. Après quoi, nous gardâmes cette habitude de nous sourire de loin. Mais voyons, nous n'avons jamais échangé le moindre mot. À jamais, hein. J'étais si jeune et si timide. Et d'ailleurs, je le suis encore, n'est-ce pas? C'était il y a si peu de temps. Et il me semblait si impressionnant. Au fond, je pense que lui aussi était très timide. Autant que moi, sans doute. Ou bien alors, c'était là toute la relation qu'il souhaitait avoir avec moi. Bien sûr, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Une relation très importante. Vous savez, comme dans ce long roman qui se déroule dans un sanatorium,
Der Zauberberg, n'est-ce pas? Vous connaissez? Ben voilà, c'était comme ça. Oui. Vu ma position, comprenez que je vous apprenne pas grand-chose. Par définition, un gardien de phare, ça ne voit rien. C'est-à-dire que ça voit des choses, mais pas de celles qui vous intéressent. C'est d'ailleurs précisément pour cela qu'un gardien de phare devient gardien de phare, pour ne pas voir ces choses qui vous intéressent et pour voir ces autres choses qui ne vous intéressent pas. Je peux seulement vous dire une vérité. Après le grand incendie, il y a eu chez ceux de la cité un printemps des âmes. Je ne peux pas le dire autrement, un allègement considérable. C'était ma vacation de septembre. Dès que j'eus posé le pied sur le quai, je l'ai senti. J'aurais pu rester dans la cité alors. C'était devenu vivable, soudain. Mais je connais cela. L'euphorie de la convalescence, ça s'appelle. Ma grand-mère fut donnée pour morte l'année de ses 70 ans et quand elle a été sauvée, elle s'est allégée comme cela, exactement pareil. Ça lui a tenu 6 mois et puis elle a recommencé à cracher sur l'existence. Elle a vécu encore 15 ans. Elle est morte en maudissant son prochain. Je crois bien. Vers la fin de ma vacation, un type que je ne connaissais pas m'a accosté derrière les quais de déchargement. Il avait une élocution timide, malgré un regard plutôt franc. Après quelques échanges d'usage, remarquablement succincts d'ailleurs, il me demanda sans crier gare si ma profession me portait à étudier des objets sans lien avec l'être humain. Je lui répondis que oui, sans doute, on pouvait dire cela, en partie du moins, et il me demanda alors si j'acceptais d'en parler avec lui. Je lui indiquai la date de ma prochaine vacation, et nous prîmes rendez-vous. Nous ne nous sommes bien entendu jamais revus. De retour au phare, je compris soudain qu'il devait être cet homme dont on prétendait qu'il avait sauvé la cité de l'incendie. Lui et moi, nous nous sommes connus à la bibliothèque. Nous avions les mêmes horaires. Enfin, c'est-à-dire pas au début, mais assez vite, nous avons eu les mêmes horaires. Enfin, vous comprenez, hein? Il consultait ses pesants ouvrages scientifiques dans le coin le plus sombre de la grande salle, tandis que je papillonnais en culpabilisant de mon inefficacité, comme tous les étudiants du monde. Pour l'aborder, j'inventais le besoin de consulter un des livres posés devant lui, un précis de géologie. Je pense pas qu'il crût un instant à ce subterfuge. Tout le monde peut voir sur mon visage que la géologie est le dernier de mes soucis. Il m'a fallu pourtant rapporter l'épais volume jusque chez moi, puis à nouveau à la bibliothèque quelques jours plus tard pour le lui rendre. Il eut l'élégance de ne me poser aucune question sur le contenu de l'ouvrage. Sans chercher de prétexte, il engagea la conversation sur Thomas Hardy. C'était sidérant parce que la littérature anglaise du 19e siècle était justement mon sujet d'étude. Alors, soit c'était pure coïncidence, soit il m'avait observé suffisamment, soit on nomme cela une intuition ou quelque chose de plus subtil encore. Enfin, dans tous les cas de figure, ça valait le coup. Je ne suis pas farouche de nature, et en particulier avec lui, car je le trouvais si peu impressionnant, si peu dominant,
Mais pour cette histoire de Thomas Hardy, je n'ai pas osé lui poser la question. Donc, je n'ai jamais su le fin mot. Je suppose que c'est sans importance? À moins que si. Nous sommes devenus très proches si rapidement. Sans doute ce qu'on appelle le miracle de la littérature victorienne. Je lui prêtais certains ouvrages, notamment la correspondance de Dickens et les poésies de Hardy, qu'il ne connaissait pas. Lui ne me prêtait jamais de livres, car à l'en croire, il n'en possédait pour ainsi dire rien. Ce que je pus vérifier aisément lorsque je me rendis chez lui. Oui, à de nombreuses reprises, oui. Je ne me sens pas tenue de répondre à ça. Non mais vous noterez rien du tout, j'ai pas été sa maîtresse. Un soir, nous eûmes une conversation sur ce sujet. Sur un plan général, bien sûr, mais c'était un échange qui pouvait être embarrassant si on voulait bien qu'il le soit. Ses réponses étaient évasives et très théoriques, ce qui ne lui ressemblait guère, et il finit par se taire. Il sortit sur le pas de la porte pour déplacer un pot de fleurs qui n'avait besoin de rien, rentra s'essuyer les mains à un torchon et sans se retourner m'expliqua qu'en ce qui le concernait, il en avait terminé avec ces problématiques-là. Que toute réalisation, tout aboutissement de manière générale, et dans ce domaine-là tout particulièrement, ne l'intéressait plus du tout. Je ne suis pas un constructeur. Je suis un petit bouchon au sommet des vagues. Pas plus. Je lui demandai si à son avis il se comportait avec moi comme il le ferait avec un homme, à quoi il répondit qu'évidemment non. Et pourquoi? Je ne peux pas me l'expliquer. Tout cela était à la fois très simple et bizarrement obscur. Bon, de toute façon, bien que je sois très jeune, je ne suis pas ce qu'on appelle spécialement une jolie fille. Non mais c'est pas une question qui est censée devoir vous intéresser ici. Là. Nous parlions de tout. De lui, de moi, des gens de la cité, de la bêtise de son voisin, des 1000 manières de préparer le poulpe, et puis de littérature, toujours. Vous savez, il était écrivain. Non, jamais. Enfin, pas des choses que moi j'appelle de la littérature. Je sais pas. Peut-on l'être lorsqu'on ne souhaite rien aboutir? Ouais, peut-être. Vous savez, il avait un grand projet, une véritable obsession. Il voulait écrire sur les pierres, sur les rochers, et rien d'autre. Mais pas de manière scientifique. Il souhaitait écrire le roman d'un caillou, disait-il, comme Flaubert avait écrit le roman d'une provinciale. Les sujets sont d'égal intérêt. La vie représente une si infime partie de l'univers et la littérature ne parle que d'elle. C'est à n'y rien comprendre. Il faut bien que quelqu'un commence à rééquilibrer cela. Les écrits de sa main que j'ai pu lire se rapportaient à ça. C'était la compilation des différentes étapes de la fusion nucléaire et des atomes qui en résultaient suivant les températures atteintes, ou bien le comportement des électrons sous les contraintes d'une étoile à neutrons. Enfin, ça me tombait des mains. Je suis incapable d'estimer la véracité de ces assertions, mais tout ça me paraissait assez douteux. À tout le moins, très brouillon. Ce sont des esquisses préparatoires, m'expliquait-il. Des sortes d'études de mœurs. La sociologie des atomes, en somme. Un soir, je lui dis que son projet n'était rien d'autre qu'un suicide littéraire. Cela l'affecta beaucoup. Je m'en voulus d'avoir parlé trop vite. D'ailleurs, ce n'était pas exactement le fond de ma pensée. Ce que je pensais était beaucoup plus méchant que ça. Quelques jours plus tard, nous avions rendez-vous sur la digue du Large pour observer la grande marée d'équinoxe. D'aussi loin qu'il me vit, il agita les bras en criant « Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer !»
L'époque de la représentation des sentiments et des émotions humaines dans l'art a été assez longue. Nous avons un spectre assez vaste d'œuvres qui ont représenté l'être humain souffrant entre la bête et l'ange. Tout ça touche à sa fin en quelque sorte, et la coupe est pleine. Si l'on exprime encore quelques excès d'expression de l'être humain, des situations extrêmes de joie ou de souffrance, de jubilation ou de cris et de tourments, ce spectre ne devient pas pour autant plus large. Une orientation différente s'impose. Je lui dis que je comprenais ça. Mais j'étais assez gênée, car je ne reconnaissais pas sa manière de s'exprimer. Il était moins lyrique que ça, plus direct. C'est donc qu'il s'agissait d'une citation. Il parlait souvent par citation, la plupart du temps sans mentionner l'auteur. Mais comme son élocution devenait soudain légèrement sentencieuse, je ne tombais pas dans le panneau. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça, car il n'avait vraiment pas besoin de béquilles pour dérouler clairement sa pensée. Sauf en effet pour cette histoire de roman d'un caillou là, sur laquelle il s'exprimait avec les plus grandes difficultés. Cela lui tenait tant à cœur. Plus tard, j'ai compris que cette citation qu'il m'avait servie si joyeusement sur la digue ne reflétait pas vraiment sa pensée. Que celle-ci était en somme beaucoup plus radicale et si ça se trouve, beaucoup plus profonde. Ce jour-là, j'avais conclu la conversation en disant « Mais au fond, tout ceci n'est que littérature. » Il avait pouffé. « Ouais, c'est bon. Allez, match plié. » Et il n'avait plus été question de ça de la journée. Puis vous savez, n'est-ce pas, après le drame de la barre, il s'est brutalement replié sur lui. Je l'ai encore vu à la bibliothèque, mais de plus en plus rarement, et il n'a plus jamais été question d'aller chez lui. Ensuite, il n'est plus venu à la bibliothèque, et nous nous sommes très vite perdus de vue. Que ce type-là fût commis aux Écritures, ça ne tenait pas la route. On voyait vite que c'était quelqu'un d'instruit, beaucoup trop lettré pour un poste subalterne comme celui-là. Et même s'il n'était pas d'ici, pas du tout même, je n'avais guère de doute qu'il assimilerait aisément tous les rouages administratifs locaux qui sont, il faut bien le reconnaître, plutôt circonvolutionnés à certains endroits. De plus, c'est quelqu'un qui ne prenait jamais aucune initiative. Tout le temps qu'il est resté dans mon service, je ne l'ai jamais vu prendre la moindre décision, la moindre liberté. Cela veut dire qu'il avait un sens aigu de la hiérarchie et de l'organisation. Ce sont deux qualités cardinales pour travailler dans notre administration. Je l'ai donc convoqué dans mon bureau. C'était une fin de semaine et je lui ai proposé un avancement. C'était une offre assez intéressante, un avancement plutôt rapide, on va dire, et qui, lui ai-je fait comprendre, pourrait en appeler d'autres dans un futur proche. Il s'est incliné légèrement et m'a remercié d'un ton protocolaire. Eh bien, songez-y, et nous en reparlerons en début de semaine prochaine. Le lundi suivant, dès la première heure, il s'est présenté à mon bureau et m'a remis sa lettre de démission. Vous comprenez cela ? Je lui en ai demandé la raison, à quoi il me répondit qu'il avait trouvé un autre travail. Et cet autre travail, vous le connaissez ? Portefaix. Il était allé se faire embaucher portefaix. Vous savez ce que c'est que portefaix ? Mais c'est la lie du porc, portefaix, c'est rien, c'est moins que rien. Ce qu'ils font, un bœuf le refuserait. Pourquoi ? Ah oui, pourquoi ? Pourquoi on fait une chose pareille ? J'ai rien demandé d'autre. Pourquoi faites-vous ça ? Je ne sais pas, il me semble que c'est mieux ainsi. Mais mieux pour qui ? Je ne sais pas, pour tout le monde. Ça me semble plus convenable. Vous pouvez comprendre ça, vous ? Moi pas. Écoutez-moi bien. Ce mec voulait savoir ce que c'est. Je vais vous le dire.
un orgueilleux. À d'autres. Et pour nous marins, l'orgueil c'est le péché mortel. Sur terre, un orgueilleux il pourra toujours donner le change. Il y en a même un qui s'appelait. Mais sur mer, un orgueilleux, il tient pas une saison avant qu'on aille le repêcher au fond. Ce mec-là, c'était ça. Un orgueilleux, de la pire espèce. Il est venu, il a commandé aux flammes, c'est passé. Il a cru qu'il commanderait aux vagues. Mais on ne commande pas aux vagues. Et sa grande gueule nous a coûté 6 hommes, 6 jeunes. Et il est venu traîner sur les quais, sa grande figure modeste. Et ses crumins a expliqué que la grande barre du large, on pouvait la passer avec une simple barque. En s'y prenant bien. En s'y prenant bien. Comme si nous, on avait l'habitude de s'y prendre mal. Mais la grande barre, c'est une vague tueuse. Elle est là depuis combien de siècles? Et jamais personne ne l'a passée. Et lui, c'est un étranger, un type du Nord. La barre, il l'a jamais vue, il la connaît pas, il la passe. Est-ce qu'il sait seulement qu'elle se déplace de plusieurs milles en une saison? Si vous voulez la passer, personne ne le retenait d'aller s'y noyer. Mais on ne parle pas de ça. Si on veut y aller, on y va, seul. On se noie et on ferme sa grande gueule. Ce qui s'est passé, c'est que les jeunes, ils l'ont entendu parler et ça leur a mangé la tête. 3 mois plus tard, ils y sont allés, sans rien dire aux anciens, ils sont partis avant l'aube. Et quand les vieux ont tiré leur filet au petit matin, ils ont récupéré la barque, retourné, et les 6 cadavres. Voilà ce qui s'est passé. Et qui demande ça? La réponse est qu'on ne parle pas de ça, jamais. Surtout pas devant des jeunes qui n'y connaissent rien. Il a dit qu'il fallait passer à marée montante, à pleine lune. Les jeunes ont tout fait à l'envers. Mais on ne suit pas ce genre de conseils. Vous pouvez entendre ça? La barre, on ne la passe pas. On ne l'a jamais passée, on ne la passera jamais. Quand on n'est pas capable de fermer sa gueule, on ne traîne pas chez les marins. Ce mec-là, il venait sur les quais, il posait des questions à tout le monde. Il veut tout savoir sur tout. Je dis pas que c'est mauvais. J'ai dit que quand on veut savoir, on cause pas. Ferme sa gueule et on regarde. On prend le temps. Si on est pressé, on va bosser avec les marchands. Eux, ça leur plaît ce qui va vite. Ils aiment ça, les grandes gueules et tout le baratin. Vous savez, à un moment, il était sur les quais et il bossait comme porte-fée. Je m'excuse. Hein. Quand on a lu le nombre de livres que ce type-là s'est enfilé, on se fait pas porte-fée. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Moi, j'ai pas lu de livres, peut-être. Mais je sais reconnaître un type qui a lu des livres. Assez vite, même. C'est pas très difficile. Ça me dérange pas, hein, qu'on lise des livres. Pas du tout, je respecte. Mais quand on a lu des livres, on se fait pas porte-fée. Ça colle pas. Et on dit pas comment passer la grande barre. Parce que la grande barre, on la passe pas avec des livres. Le matin qu'on a repêché les 6 jeunes, il portait des caisses sur l'arrière-quai. Quand il a su, il a posé son fardeau, il est rentré chez lui, on l'a plus revu. Il était bien inspiré de ne pas refoutre les pieds sur le quai, j'ai longtemps voulu le dire. Après l'enterrement des jeunes, on a réuni tous les marins. On a redit que personne passait la barre. On a tous levé la main pour voter le boycott définitif de ceux qui reparleraient de passer la barre. Et puis à la fin de la réunion, le vieux borgne, celui qui dit jamais rien, il s'est levé comme ça et il a dit: de toute façon, ce type-là, c'est lui qui a allumé le grand incendie. Et il s'est rassis. Qu'est-ce que tu dis là, le borgne? T'es pas fou? Je dis ce que je dis, et je suis pas le seul à le dire. Ceux de la forêt, ils pensent pareil. À ceux qui viennent nous demander d'où est venu le feu et où est parti le feu, nous répondons que celui qui a vu parle, que celui qui n'a pas vu se taise. Qui a éteint le feu? Nous l'avons vu. Et ils sont nombreux. Qui a allumé le feu? Nous l'avons pas vu. C'est tout.
Ceux de la forêt, ils s'expriment bizarrement, c'est entendu. Quand ils ont aligné 2 phrases, bon, c'est le bout du monde. C'est quand même des gars qui ont pris de la fêlure, à force de voir personne. Sans compter qu'ils se croient les rois du pays, enfin, c'est juste des bûcherons quand même. Mais si on leur parle en tête à tête, c'est plus clair. Et le déroulé, il le donne comme une horloge. Les premières flammes, c'était avant l'aube, dans la garrigue. 3 heures plus tard, les grands prés de l'Ouest étaient pris. Quand on leur demande comment le feu il fait pour passer de la garrigue au grand pré de l'Ouest, ceux de la forêt ils répondent tous la même chose. De la garrigue au grand pré, le feu il passe pas. C'est impossible. Pas tout seul. Ensuite, il y a eu cette chose incroyable. Les flammes qui franchissent les 3 rivières. Chaque rivière, il n'y a pas un gars qui peut lancer un caillou sur l'autre rive. Ça se visualise, c'est pas des pissous. Le feu, c'est peut-être terrible, mais ça n'a pas d'aile, hein. Tant qu'on sache. Quand le feu a eu pris les grands prés et sauté les 3 rivières, c'est là qu'on l'a vu pour la première fois, dans la chaîne des Sceaux, au Faubourg Majeur. Avant, personne ne l'avait vu. Quand on est au Grand Pré de l'Ouest et qu'il y a du grabuge, comment on se retrouve au Faubourg Majeur? Eh bien, le plus direct, c'est les 3 rivières. Voilà. Si vous dites ça à ceux de la forêt, ils répondent d'accord, mais nous, on n'a rien vu. Eh bien, nous, on dit que celui qui attend de voir pour savoir, celui-là, il a vite fait de s'échouer. Je sais bien ce que les marins ont commencé à dire après le drame de la Grande Barre. Je sais ce qu'ils se sont mis dans la tête. Que le grand incendie, c'était lui. Comment raisonnent donc les gens? Quels méandres obscurs conduisent leurs pensées? Alors prenez une langouste et accouchez-la d'un fil à plomb, ce ne sera pas plus absurde que de remonter d'une noyade vers un incendie. Si ce n'est pas du ressentiment délirant, qu'on me retire mon grade. Et ils sont si nombreux à s'être mis à penser comme les marins, presque tous. Ils sont tous tellement irrationnels. Ce n'est pourtant pas si compliqué d'en rester aux faits. Les actes avérés sont l'honneur d'une pensée bien ordonnée. Et quand on ne sait rien, on garde ses oukases au frais. Et à son sujet, mes certitudes se bornent à cette simple balance. Au crédit, il ne commettait pas d'erreur dans les tâches qu'on lui réservait. Il ne prenait aucune initiative professionnelle individuellement. Au débit, il est coupable d'au moins un comportement inexplicable, c'est-à-dire au-delà des limites du bizarre, refuser un avancement bureaucratique pour s'engager portefeuille, et il n'était pas d'ici. Est-ce que cela suffit pour vouloir s'en débarrasser? De cela on peut débattre, mais sur ces bases neutres. Ce n'est pas la peine de tirer du fil à plomb d'une langouste pour ce faire. Mon avis, c'est que le débit est suffisant, oui. Largement. Je vous l'ai déjà dit. Après le drame de la Grande Barre, il s'est terriblement replié et très vite, je ne l'ai plus vu. Ça a été comme un effondrement. De mon côté aussi. J'aimais sa vitesse d'esprit agile et mauvaise comme la patte d'un chat. Et aussi ce rire dont l'inextinguibilité finissait toujours par détruire l'élégance. J'aimais son humour destructeur, sa science délicieusement approximative et sa culture chaotique. J'aimais par-dessus tout son enthousiasme inavoué pour tout cela. Mais soudain, je me suis trouvée écœurée par son manque de considération pour l'existence. Oui, celui qui se retrouve à ne plus hiérarchiser le vivant du minéral, oui, naturellement, celui-là peut se trouver fasciné par le charbon et fasciné par la facilité de ceux-là qui précipitent dans l'inorganique. Oui, soudain,
Je vois que tout cela est possible et que les méandres d'une intelligence puissent conduire à une telle bêtise m'écœurent. Mais au fond, je ne sais rien. Je sais seulement que je ne sais pas et cela est déjà suffisamment terrible. Ne pas pouvoir vous dire « C'est impossible, monsieur, sur mon âme, c'est impossible. » Ah, quelle tristesse. Vous savez très bien que j'étais reparti au phare et que je n'ai rien vu. Mais je vais quand même tout vous raconter. Parce que ce n'est pas très difficile à deviner. Ils l'ont admiré, ils l'ont aimé, mais lorsqu'ils se sont rendus compte que leur vie ne bougeait pas, ils se sont lassés, ont pris honte de leurs élans. Ils l'ont détesté et l'ont tué. S'il n'avait pas été étranger, tout se serait passé différemment. Non, je n'ai rien dit de tel. C'est une conclusion théorique. Je ne sais pas cela, je n'ai rien vu. Je n'étais pas là. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ils sont tous si grossiers ici, si épais, si veules. Qui est juge de tout cela? Qui se permet de condamner les combustions? Y a-t-il une hiérarchie de ces choses-là? Mais qui sait où se trouve la vie et où se trouve la mort? Et eux, ils sauraient ça. Mais ils ne savent tellement rien. Ils ne savent qu'aboyer en meute et courir après les ombres. Lui connaît le chemin. Et son regard le dit assez. Il sait où est la vie, et comment on la préserve, et comment on l'entretient, et pourquoi il faut la rétablir. Et il sait la brutalité ou la douceur nécessaires pour y parvenir. C'est lui qu'il faut interroger, et il vous dira. S'il dit que le feu est nécessaire, alors vous devez l'entendre. Mais qui entend ça? Ils sont tous si veules, si attachés à leur terre et à leurs coutumes, misérables. Ils ne souhaitent que conserver, 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 conserver. Toujours et éternellement conserver. La transmutation ne les intéresse pas. Oh, oh, un veau serait plus aventurier. Ils distinguent la mort de la vie. Et c'est pourquoi ils n'accéderont jamais à la vie. Parce qu'ils condamnent la mort. Alors ils condamnent la vie. Deux atomes qui fusionnent. Est-ce la mort ou est-ce la vie? Qui répond de ça? Avec eux, l'hélium remplirait l'univers pour la nuit des temps. Mais je vous le dis, votre enquête ne m'intéresse pas. Qui brûle quoi?
Ah, mais rendez-vous compte! Quelle préoccupation d'épicier! Pouah! Pouah! Hmm. Après le drame de la barre, plus personne ne l'a revu par ici. Hmm. C'est bien normal. Mais moi, je suis allée chez lui et j'ai fait le tour de sa maison. Rien que pour emmerder les marins, je l'ai fait. Hmm. Je suis allée chez lui et j'ai cherché à le voir. Rien que pour montrer que les micmacs des marins ne regardent qu'eux, juste pour lui dire mon idée là-dessus. Des marins, toujours ils sont noirs. Si on veut pas se noyer, on va pas sur l'eau à mon avis. C'est aussi simple que ça. Mais ils sont tellement fiers que toujours il leur faut une explication. S'il faut inventer un léviathan pour justifier un naufrage, ils inventent un léviathan. Ça les dérange pas plus que ça. Bah non, je l'ai pas vu. J'ai pas osé frapper. Mais à mon sens, il y avait personne. Pas de lumière, pas de bruit, rien. Si j'avais attendu, j'aurais fini par le croiser. Il devait pas être si loin. Il y avait de la fumée par la cheminée. Mais d'un coup, j'ai pris la frousse. Je sais pas, avec la forêt à côté, l'obscurité, je l'ai imaginé qui errait là-bas, tout seul, dans les bois. Avec la nuit qui venait, je vous dis, j'étais pas bien. Je me suis tirée. Non, je pense pas. Enfin, on sait pas. De toute façon, ce type était bizarre, vous croyez pas? Gentil, sûrement, mais bizarre. On ne vient pas de si loin pour porter des caisses. On lit pas tous ces bouquins pour trimer sur les quais. Vous croyez que ça me fait marrer, moi, de bouger toutes ces merdes? C'est pas normal, tout ça. Non. C'est pas clair à la fin. C'est pas clair. Non. Je veux plus me mêler de ça. Une seule fois, nous eûmes l'occasion de parler un peu longuement. C'était un après-midi de printemps et il faisait étonnamment chaud. Aussi, nous échangions des propos de politesse à propos du soleil. De but en blanc, il se lança comme ça à m'expliquer le fonctionnement nucléaire des étoiles et combien cela était fascinant, qu'un gaz demeure sous forme sphérique par le simple équilibre magique des forces gravitationnelles qui tiraient à l'effondrement, et des réactions thermonucléaires qui poussaient à l'explosion, et comment tout ça ne pouvait finir que par un effondrement majeur lorsque l'hélium se trouvait consommé, et pourquoi lors de cet effondrement final, toutes les matières entraient en fusion, les unes après les autres. Et pourquoi une masse critique était nécessaire pour aller jusqu'au cœur, jusqu'au fer. Et c'est à ce moment-là que j'ai osé l'interrompre poliment. C'est que les sciences, voyez-vous, ce n'est pas vraiment mon affaire. Alors écoutez seulement ça, a-t-il ajouté. Écoutez ça, mon ami, écoutez comme c'est fascinant. Pour parvenir à la fusion du carbone, vous devez avoir affaire à une étoile de 25 masses solaires. En dessous, il ne faudra pas y compter. Le Soleil s'arrêtera à la fusion de l'hélium.
C'est très modeste, n'est-ce pas? Et pourtant, un simple tesson de bouteille concentrant un rayon matinal peut transformer un paysage en cendres. Étrange, vous ne trouvez pas? Ce que le soleil ne peut pas faire tout seul, un simple tesson le lui offrira. Je revois encore son visage dégoulinant de sueur et ses mèches de cheveux collés autour de son regard exalté. C'était assez embarrassant, en réalité. Vraiment gênant tout cet enthousiasme débordant lui qui était si réservé dans notre enceinte. Et plus j'y repense, plus je trouve cela embarrassant. Excusez-moi, mais je préfère ne pas y revenir davantage. Notez que je le tiens pour le sauveur de notre bibliothèque et restons-en là. La suite est à choisir entre l'inextricable et le sordide. Je n'y tiens pas. On est comme tout le monde, on s'interroge. C'est normal. De mon côté, je vais vous dire à quelle conclusion je suis parvenu. Ce gars-là, avant tout le reste, c'était d'abord cela, un maître absolu de l'ironie. C'est-à-dire que il n'était qu'en réaction. Vous comprenez? Pas dans le faire, mais dans le défaire. On peut dire ce qu'on veut, mais au commencement, il n'y avait pas l'ironie. Au commencement, il y avait le verbe. Au commencement, il y avait l'esprit, pas le mot d'esprit. C'est pas évident. L'ironie ne crée rien. Elle contre-crée. Elle rebondit sur ce qui lui préexiste. Ce n'est qu'une réaction. Au mieux, elle déplace, au pire, elle détruit. Plus souvent, elle détruit, n'est-ce pas? Ce genre d'humour brillant qu'on aime tant chez nous, soyons honnêtes, ce n'est qu'un travail de sape. Il faut quand même aimer l'odeur de la cendre. Je nous inclus dans la réflexion, bien sûr. On n'était pas les derniers, c'est un fait. On se parie avec ça, mais voyez-vous, on est des amateurs, quoi. C'est rien du tout. Ça, je l'ai bien compris. Lui, c'était le roi. En un seul mot, il vous effondrait une vie de conviction. Il réduisait tout en cendres. Sans y toucher, toujours avec élégance, naturellement. Nous, on est jeunes, bon, ça passe. Mais c'est quand même un esprit qui inquiète chez un homme d'âge mûr, vous ne trouvez pas? Il y a bien un âge où on s'assoit. Non? Un soir de chahut, je vais vous dire ce qu'il m'a confié. La seule opinion pour laquelle je voudrais bien mourir, c'est le droit de n'en point avoir. Je puis vous assurer qu'il était sincère alors. In vino veritas, bien sûr. Eh bien quoi? Changer d'opinion, on peut toujours. Avoir des idées dégueulasses aussi, pourquoi pas? Ça se discute au moins. Mais si tu n'as pas d'opinion, c'est que tu ne connais pas de bornes. Ni de territoire, ni de morale.
Mais bien sûr, vous faites entrer l'étranger et il faut s'étonner. Mais s'étonner de quoi? Je vous demande. L'étranger n'emprunte pas nos chemins et brûle nos maisons. Il violera nos femmes et emportera nos enfants. Il videra notre pays et le remplira de son sang. Toujours il en a été ainsi, comme l'attestent tous les écrits anciens. Si vous me promettez l'anonymat, alors je vous dirai ma façon de voir tout ceci. Eh bien voilà, c'est très simple. En ce bas monde, on se fait tellement chier qu'une once de folie est toujours reçue comme une bénédiction. Le moindre dérèglement est une bouée qu'on s'arrache. Et la morale n'a rien à faire ici. Alors s'il faut incendier une forêt pour cela, eh bien incendions une forêt, naturellement. Moi je le ferais sans hésiter, si j'en étais capable. Pourquoi croyez-vous qu'on ne pense pas à l'acte? Tous autant qu'ils sont, ils le feraient, s'ils en avaient les capacités. Et d'ailleurs, ils le font, regardez. Ils n'incendient pas de forêt, ils traquent un homme. Et le bruit de la curée les fait revivre, et l'odeur de la mort les enivre. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ils se sont bien servis, ils se sont bien gavés. C'était un beau festin. Ils en ont eu pour leur argent. Oh, je ne me cache pas, j'y suis allé comme les autres. Comme je suis un lâche, je n'ai pas mis le couvert. Mais le spectacle, j'y ai goûté, ça oui. C'était fameux. À en vomir. Moi, ma maman, elle a dit que le monsieur, il avait mis le feu à la forêt et qu'il fallait le pendre. Elle a dit que c'était un étranger et qu'on n'aurait jamais dû le laisser entrer. Elle a dit que si jamais elle le revoyait près de l'école, eh bien mon papa, il irait lui casser la gueule à ce pédophile. Mais elle n'a pas voulu dire ce que c'était un pédophile. Moi, ma maman, elle a dit que ce type-là, il a rien fait du tout, que c'est juste un pauvre type et qu'il a qu'à le laisser tranquille et lui demander de s'en aller ailleurs. Mais mon père, il l'a traité de sale rêveuse. Et il a dit qu'elle avait qu'à partir avec le type si elle le trouvait si bien que ça, et ma maman, elle s'est mise à pleurer. Moi, mon papa, il a ressorti les carabines du grand-père, et je l'ai aidé à la nettoyer. Il a dit que quand il y avait un loup dans la bergerie, eh bien les moutons, ils devaient se mettre sur leurs pattes arrière. Mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Grosso modo, 1 an après son installation, début d'été, un jour 2 semaines. Et il est venu un premier groupe dans l'après-midi, 5 ou 6 jeunes, des marins, je crois bien. Ils ont tourné autour de sa baraque, en gueulant des insultes, et puis ils se sont carrés devant la façade avec les mains sur les hanches, hein, comme aiment faire les jeunes, et ils ont craché sur la porte. Ensuite, un grand costaud a ramassé 2 pierres et les a balancées sur le toit, et ils sont partis en courant. Voilà. Alors, quelques heures plus tard, ils sont revenus avec des plus vieux, et ils ont jeté des tas de pierres. Ils ont pété 2 ou 3 fenêtres. Ils ont attendu en gueulant. Mais de chez moi, je pouvais pas distinguer les mots. Et puis, ils sont à nouveau partis. Et au crépuscule, il est arrivé une foule considérable, de tous âges, de tous styles, même des enfants, des femmes aussi, des marins, des bourgeois, des paysans, des fonctionnaires, de tout. Ils se sont mis devant la maison, comme s'il devait se passer un spectacle. Mais
Il se passait rien du tout. Moi, je bougeais pas. Et quand le soir est tombé, j'ai pas allumé. Rapport que je tenais pas à être associé. La foule gueulait très fort maintenant et je distinguais des exclamations « Assassin, incendiaire, rentre chez toi, pédophile !» Puis quand il a fait complètement nuit, les jeunes marins ont apporté des torches. Et ça a continué encore comme ça un bon moment. On entendait des pleurs et des groupes qui partaient en courant, puis faisaient de brusques demi-tours. Et j'ai aperçu furtivement un adolescent qui était monté sur le toit et qui pissait dans la cheminée en riant. Il y avait des applaudissements. Toute la baraque était entourée. Un groupe de chiens errants s'était rameuté et il y a eu une bagarre entre eux. Les gars ont sorti des bâtons et ont tapé sur les clébards. Ils en ont laissé 2 ou 3 sur le sol. Des femmes se sont mises à hurler. Le feu a pris derrière la baraque, j'ai rien vu. Il y a eu un mouvement de foule et les enfants qui criaient « Ça brûle !» La maison s'est embrasée à une vitesse incroyable. Alors je suis sorti sur le perron de chez moi. Un paysan m'a gueulé dessus. « Ouais, barre-toi, connard !» Il a disparu. J'ai suivi la foule qui faisait comme un torrent vers la ville. Quand je suis arrivé au port, plus personne dans les rues. C'était devenu désert en un clin d'œil. Je suis rentré dans un troquet. J'ai commandé un rouge. Il y avait juste un vieux là-dedans et la tenancière qui tirait la gueule, personne qui causait. J'ai commandé un deuxième verre. Dehors, il s'est mis à pleuvoir doucement. Bon, j'ai attendu qu'on me foute à la porte. Alors je suis remonté chez moi et ma baraque était intacte. Ah, mais celle de l'autre, en revanche, il en restait rien. Même les 3 pains y étaient passés. Bon, la baraque, elle valait rien de toute façon. Je l'ai toujours dit. Par contre, les pains, quand même, c'est du gâchis. Je n'affirme ni ne confirme les allégations montées depuis la communauté des marins et finalement relayées, semble-t-il, par une majorité de mes administrés. Ce n'est pas ici mon rôle. En ma qualité de bourgmestre, j'ai publié un communiqué condamnant avec la plus grande fermeté les mouvements de foule et les exactions ayant abouti à l'incendie de la maison aux 3 pins. Aucun acte, aussi odieux soit-il, ne saurait justifier de tels agissements. Au-delà de cette condamnation morale sans équivoque, et tenant compte de l'extrême tension qui demeure dans la cité, ainsi que de l'absence de flagrant délit quant au déclenchement de l'incendie de la maison, j'ai pris la décision de ne pas poursuivre l'enquête au-delà de la consignation scrupuleuse de la chronologie des faits. Je vous remercie au passage pour votre œuvre d'enquête. Par souci d'apaisement général des esprits, il ne semble pas opportun à mon administration de poursuivre au pénal d'éventuelles responsabilités, qu'il est visiblement inutile d'aller chercher ailleurs que dans le dérèglement accidentel des rouages habituels de notre vivre ensemble, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'il l'ait voulu ou pas, cet homme a, en un certain sens, fini par incendier la cité. Je suis tenu d'en revenir à cela. J'administre une population, ergo j'administre aussi ses peurs.
Je n'administre pas des vérités, j'administre une réalité. Ce n'est pas exactement la même chose. Je n'ai pas à être une mère la morale. Je vous en prie. À la suite du drame de la Grande Barre du Large, dans lequel il était largement impliqué, cet individu s'était peu à peu isolé et avait rompu toute relation sociale. Il n'avait plus été aperçu depuis plus d'une dizaine de jours au moment des faits, et tous les éléments concordent pour attester qu'il avait vraisemblablement quitté définitivement notre cité. Mon administration n'est pas payée pour recueillir le témoignage des ivrognes. Par souci d'apaisement, et pour éviter les mouvements de foule autour de ruines au demeurant dangereuses, les décombres ont été poussés par les services sanitaires jusqu'au marécage qui jouxte la forêt et englouti. Mon ami, avec la meilleure volonté du monde, je ne vous apprendrai rien de plus. N'attendez rien de mon côté. J'ai toujours fui les événements. Toujours. Déjà gosse, s'il y avait de la bagarre, je prenais la tangente. Alors vous pensez, c'est pas à mon âge que je vais monter dans la charrette. Le jour du grand incendie, on m'a pas demandé mon avis. Quand ça crame, tu te débines pas. Si t'es là, y a pas à tortiller. Mais moi, 2 jours après, je me suis tiré. Vous comprenez? Sitôt l'incendie terminé, c'était décidé. Je suis passé voir mon neveu et j'ai dit comme ça pue par ici petit. Conduis-moi chez mon frère. C'est vrai, tonton, l'odeur du brûlé est âcre. Quel con. Ils comprennent pas toujours tous les jeunes. Mais il est brave. Il m'a conduit chez mon frère. Les hauts plateaux, dans la RPI, ça fait une trotte quand même. 1 an, j'y suis resté. 1 an, c'est ce qu'il faut pour ce genre de choses. Un cycle. Une purge, quoi. C'est comme ça. Moi, mon pressentiment, dès le début, il était pas bon. C'est pas les dégâts. Les dégâts, ça passe. Mais cet incendie-là, il était pas comme les autres. Je le trouvais malsain. Je sais pas le dire autrement. Comme l'empoisonnement d'un pays, une odeur d'épidémie. Les circonstances étaient pas bonnes. Je sais ce qui arrive dans ces climats-là. L'euphorie est trop grande, et ensuite la retombée est dégueulasse. Mais peut-être j'ai tort. Peut-être l'euphorie ça vaut le coup. Peut-être ça justifie le prix. Si ça se trouve, se payer la fange, c'est bon aussi. Qui sait? Si j'avais été différent, je serais sans doute pas resté célibataire. Sûrement même. Mais c'est comme ça. Quand je suis revenu, rien ne m'a surpris. Ni la hargne, ni l'emballement et encore moins la lâcheté de l'administration. Excusez-moi, monsieur l'enquêteur. Quelle saloperie. Le coup du marécage, fallait le faire quand même. Je suis allé voir mon neveu et je lui ai demandé s'il en était. Il m'a dit que non. Que ce soir-là, il était avec des amis. Mais son regard disait le contraire. Avec ses amis. Seul, je l'aurais peut-être cru. Selon moi? Pourquoi selon moi? Étais-je là? Et selon vous? Où imaginez-vous donc qu'il puisse être? Disons qu'il est parti.